Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. C'est la clé de nombreuses compétences cognitives comme la mémoire, la réflexion et même la motivation. Pourtant, nous n'en prenons pas soin et ces dernières décennies, elle s'est considérablement dégradée. Mais de quoi parle-t-on ? De l'attention. Sursollicitée par notre consommation effrénée d'écran et l'accélération du quotidien, recherchée par les férus de marketing, notre attention nous échappe-t-elle ? Que perd-on en étant moins capable d'attention ? Mon invité n'est ni développeur ni publicitaire et pourtant, il s'intéresse de près à ce sujet car public attentif est essentiel pour qu'il puisse exercer son métier qui ne consiste pas à nous vendre quelque chose mais à nous jouer des tours. Vous l'avez peut-être deviné, je suis en compagnie d'un des mentalistes et humoristes français les plus connus qui vient de publier aux éditions First son tout nouveau livre « Votre attention est votre super pouvoir » qui tient à la fois du manifeste, mais aussi du manuel pratique pour défendre l'importance de l'attention et nous donner des clés pour la réveiller. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Fabien Olicard. Bonjour Fabien. Bonjour Anne. Alors, ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de ce grand sujet qu'est l'attention. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu fais en sorte de captiver l'attention de tes lecteurs tout au long. Ça m'a beaucoup amusée. Parfois, tu dis, et là, lisez la note de bas de page. Voilà, c'est très amusant. En tout cas, moi, je me suis régalée. Comment est-ce qu'on va capter l'attention de nos auditrices et nos auditeurs, là, aujourd'hui ? Est-ce que tu as des trucs pour ça ? Oui, il y a plein de manières de capter l'attention des personnes qui nous écoutent. La première des manières, c'est ce que je viens de faire. C'est de ralentir en montant la voix pour créer un suspense et laisser entendre qu'il y a autre chose derrière. C'est de mettre du relief dans ce qu'on a à dire et c'est d'essayer de ne pas mettre trop de sauce au-dessus de l'essentiel, c'est-à-dire que notre discussion, ça ne doit pas être de la langue de bois, ça doit être vivant, il doit y avoir un fond, mais il doit y avoir aussi une forme de légèreté, surtout dans l'échange de communication, l'échange d'informations, c'est tout l'art de tes podcasts, c'est qu'on y apprend des choses, eh bien il faut y mettre du ludique, parce que tous les mammifères apprennent au travers le jeu, la joie, donc toute la joie qu'on entend dans ta voix et qui j'espère se ressent chez moi, c'est autant de moyens de capter l'attention des autres, parce que leurs neurones miroirs vont se mettre en joie en nous écoutant. Alors pourquoi est-ce que c'est important quand même qu'ils nous écoutent jusqu'à la fin de cette émission ? Ne quittez pas. C'est important déjà pour faire du bien à leur attention. Alors ça, c'est pas une blague, c'est pas qu'une méthode marketing pour qu'ils écoutent bien et qu'ils soient complétistes de l'écoute de ce podcast. Mais si dans les moments où on décroche un petit peu ce qui est naturel, on fait preuve d'attention, de persévérance, c'est-à-dire on se dit non, j'ai décidé que j'écouterai jusqu'au bout, donc j'écoute jusqu'au bout. Cette action de se forcer, en fait, c'est un renforcement de notre capacité attentionnelle. Alors, il y a plusieurs types d'attention, mais celle de la concentration comme ça volontaire, il y a qu'en se forçant parfois au-delà d'une décroche à tenir jusqu'au bout,
qu'on retrouve un état de flow, c'est-à-dire un état de concentration naturel, et c'est très 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 bon pour le mental, alors pour plein de raisons qu'on va sûrement détailler aujourd'hui, mais l'un des pièges qu'on a aujourd'hui, c'est de zapper, de vite passer, dès qu'on décroche un petit peu, on zappe à autre chose. Eh bien c'est dommage, parce que si on reste bien à l'écoute en entier de ce podcast par exemple, on va renforcer son attention naturelle. Alors, j'étais amusée de constater que Bernard Werber est aussi distrait que moi quand il est, par exemple, à table avec toi. En tout cas, il manque d'attention, puisque si tu files aux toilettes, par exemple, il saute sur son téléphone portable et il constate que toi, tu ne le fais pas, par exemple. Alors, je note aussi la préface de Bernard Werber, parce qu'il préface très rarement des livres. Ah oui, c'est extrêmement rare. Donc, c'était extrêmement rare, donc c'est assez rare pour le noter. Et il s'est intéressé notamment à ta méthode, peut-être pour se corriger lui-même. Oui, en fait, j'ai la chance de compter Bernard parmi mes amis depuis des années. Et puis là, quand il savait que j'écrivais sur le sujet, il m'a dit « je peux le lire un petit peu ?» Donc, je lui ai envoyé, mais lui aussi a la gentillesse de m'envoyer ses ouvrages en cours d'écriture. Et c'était inattendu quand lui m'a proposé de faire la préface. C'était même pas une demande de ma part, c'était même pas un rêve d'ailleurs, parce qu'il y a un petit côté quand même, je check le collégien que j'étais qui lisait Les Fourmis quand il m'a proposé ça. Et il me dit non, j'aimerais beaucoup partager mon expérience de l'attention avec toi. Et j'ai trouvé ça formidable et j'en suis très reconnaissant. C'est un honneur qu'il fait pour le livre. Et effectivement, à chaque fois qu'on va au resto, c'est un truc qui l'amuse beaucoup. C'est quand il s'éclipse pour téléphoner ou quand il va se rafraîchir, il revient à la table et puis il me dit « Ah mais ça c'est fascinant, t'es pas sur ton téléphone ». Ça lui paraissait lui impossible en fait de réagir comme ça. Et puis à force des discussions, en fait, je me suis aperçu qu'il était addict à un jeu mobile et que cette addiction allait jusqu'à, s'il a un micro-réveil durant la nuit, au lieu de chercher à se rendormir, eh bien, il a l'envie de jouer à ce jeu, donc il va se lever pour aller jouer à ce jeu mobile et se recoucher, etc. Ce qui est quand même incroyable parce que c'est quelqu'un qui a une certaine persévérance, c'est un marathonien de l'écriture. Ça fait 30 ans qu'il écrit des romans, 30 ans, 30 romans, 30 millions d'exemplaires d'ailleurs, je crois. Donc il a une capacité à se mobiliser fort quand c'est nécessaire. Mais à côté de ça, dans tout le reste du quotidien, eh bien, il a cette attention qui divague. Et Bernard me disait souvent qu'il avait des problèmes de mémoire immédiate, mais qu'il était comme ça. Et en fait, non, ces problèmes de mémoire immédiate étaient directement liés à l'attention, qui est l'une des deux grandes portes d'entrée de la mémoire en plus. Donc, je lui ai donné mes astuces pour qu'il en fasse ce qu'il voulait, surtout sans le culpabiliser, parce que c'est pas de notre faute immédiate, ces problèmes d'attention. Et aujourd'hui, il s'est grandement amélioré grâce à lui-même et en utilisant en fait mes petites méthodes. Et c'est pour ça qu'il voulait faire la préface. Évidemment, on va en parler. Oui, il explique que pendant 1 heure la nuit, il était addict à ce jeu et que le matin au réveil, il se jette en fait sur les news et que sur les informations. Sur les informations, il y a une forme, il y a un lien aussi entre l'attention et l'addiction. On va évidemment en parler. Alors, pour commencer, peut-être par les fondamentaux. Quand on parle d'attention, de quoi parle-t-on ? Tu as parlé aussi de mémoire. On peut aussi parler de concentration, qu'on y voit un peu plus clair. Alors, l'attention, elle n'est pas unique, elle est vraiment multiple. C'est comme quand on parle de mémoire, on n'a pas qu'une seule mémoire, alors on n'a pas qu'une seule forme d'attention. On va commencer par la plus simple, la vigilance, elle est permanente. Si là, t'entends, toi, Anne, un énorme bruit derrière toi, tu vas te retourner tout de suite, c'est ton attention de vigilance qui veut te protéger du danger. Ça, c'est la base des choses. C'est comme ça que notre attention, elle part à droite, à gauche. On a d'autres formes d'attention qui vont jusqu'à la plus soutenue, à l'attention partagée, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système cognitif. Donc une fonction cognitive dans le cerveau, c'est une fonction qui va travailler seule sur ses petits dossiers, sur une grande table. Et sur cette grande table des fonctions cognitives, on va trouver d'autres fonctions qui travaillent, l'analyse, la parole, la communication, la mémoire, etc. Mais elles sont pas autour de la même table pour rien, ces fonctions cognitives. Elles travaillent un peu parfois sur le dossier des unes et des autres, ça déborde. Et il y en a une particulièrement qui travaille sur le dossier de toutes nos autres fonctions cognitives, c'est l'attention. Donc, avoir une attention qui se dégrade, c'est avoir une plus mauvaise capacité d'analyse, une plus mauvaise capacité de mémorisation, de communication, de parole, etc. C'est un effet comme ça en chaîne. Alors après, ce qui est formidable, c'est que renforcer son attention, d'un coup, c'est renforcer toutes ces fonctions cognitives en même temps. Et depuis quelques années, on entend que la fonction de l'attention est cassée, qu'elle ne fonctionne plus, notre attention. Alors ça, c'est une idée reçue.
notre fonction d'attention, elle travaille très bien. Notre attention fonctionne. C'est juste, elle ne va pas au bon endroit, en fait. Notre gros problème est là. Mais on a toujours autant d'attention qu'avant, mais pas aux bonnes choses. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à redompter notre capacité à diriger notre attention là où on le veut, par loisir, par utilité, par ce qu'on veut, mais ne plus se laisser en fait porter par ce que j'ai appelé, et on y reviendra j'imagine, le commerce de l'attention, qui a pour fonction, lui, de capter notre attention pour un peu l'essorer et la revendre en général à des publicitaires. Quels sont les impacts dans notre quotidien du manque d'attention ? Est-ce qu'il y a des curseurs ? Toi, tu proposes aussi un peu de faire une sorte de test pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'attention. En tout cas, dans quel environnement on est moins attentif, etc. Qu'est-ce que tu as observé ? Et puis, quand tu as fait des recherches pour ce livre, est-ce que c'est vraiment un sujet qui est devenu très préoccupant ? Alors, la préoccupation, oui, elle existe. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Ça m'a pris il y a 2 ans où, pour te faire un résumé, je me suis dit, mais là, c'est fou. Ces 10 dernières années, on a perdu quasiment 2/3 de notre capacité d'attention soutenue. C'est quand même énorme, c'est pas rien. Mais comme c'est immatériel, bon, on s'en inquiète un petit peu moins. Et l'angoisse que ça m'a provoqué, c'est de me dire, OK, si on a moins d'attention, effectivement, on a moins de motivation. Et quand on a moins de motivation, on ne se réalise pas et ça peut conduire à la dépression. C'est pas moi qui invente ça. Il y a des études dans le livre qui démontrent ces chemins-là, malheureusement. Et je me suis dit, mais pour les jeunes adultes ou la prochaine génération, ça va être terrible parce que nous sommes des adultes relativement accomplis. Ça ne veut pas dire que notre attention n'est pas détériorée, hein, bien au contraire, mais on a un petit coussin qui est qu'on a pu avoir des expériences dans notre vie, on a construit notre vie professionnelle, on a quand même déjà vécu quelques petites choses. Donc maintenant, on fait un peu n'importe quoi, ça nous concerne. Mais ça concerne moins notre futur, alors que je me dis, quand tu es adolescent ou jeune adulte de 20 ans aujourd'hui, c'est vraiment tout ton futur qui est en jeu, juste parce que ton attention a été dégradée. Et c'est cette angoisse-là qui m'a poussé à vouloir écrire ce livre. J'ai fait aussi des vidéos sur le sujet entre-temps pour alerter de toutes les manières possibles que ce soit, en faisant passer des messages très simples. 2, arrêtons de nous voiler la face. On a un énorme problème avec l'attention aujourd'hui. C'est un enjeu majeur selon moi. La deuxième chose, c'était de dire c'est la faute de personne. Il n'y a pas un monsieur Burns quelque part qui s'est dit je vais bien les avoir avec leur attention. Personne ne s'est dit ça. C'est un chemin naturel de notre économie. Quand on a commencé, en plus avec Internet, ça a emballé les choses, mais quand on a commencé à vendre des divertissements gratuits par le biais de certains journaux, de la télévision, de ce genre de choses, il fallait vendre des publicités aux publicitaires. Hein. Et comment on leur vend ça ? En leur prouvant qu'on a capté l'attention du grand public. Donc ça s'est fait un peu naturellement, il n'y a pas eu un grand méchant derrière ça. C'est un peu la faute de personne, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Par contre, la prise de conscience et ce qu'on va en faire maintenant, c'est de notre responsabilité. D'autant plus qu'il n'y a rien d'irréversible. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. D'habitude, quand on annonce des catastrophes, on n'a pas forcément de solution. Là, les solutions, elles sont assez simples et elles nécessitent que l'envie de les appliquer. Toi, d'ailleurs, tu dis que tu remarquais pendant tes spectacles que les gens étaient moins attentifs qu'avant. Ouais, ça fait partie du cursus. Depuis toujours, je suis conférencier professionnellement et depuis 14 ans, je donne des spectacles. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que lorsque je donne des conférences sur le cerveau, mon curseur de transmission de savoir est bien plus élevé que mon curseur de divertissement. Dans les spectacles, c'est l'inverse. Mon curseur de divertissement est très haut. Et puis, comme je ne peux pas m'en empêcher, il y a un petit curseur levé de transmission de savoir. Eh bien, je me suis aperçu que ces 15 dernières années, j'ai quasiment, pas tout à fait, mais presque équilibré les deux curseurs. Mes spectacles, je rajoute un peu plus de transmission de savoir parce que je trouve que c'est de plus en plus important. Et les conférences, je rajoute du divertissement, sinon je perds les personnes. J'ai un exemple assez récent, une conférence pour seulement 20 personnes. C'est une grande société, mais ils n'étaient que 20. Parce que ces 20-là étaient très intéressés par un sujet spécifique. Ils en avaient besoin. Je donne cette conférence qu'ils m'ont demandé de la manière la plus ludique quand même possible et je voyais leur difficulté à tenir 7h15 d'écoute. Ça dure 1h15, c'est assez interactif. Et malgré le fait qu'ils aient envie d'avoir l'information, malgré le fait que ce soit leur demande, eh bien, ils ne pouvaient pas s'empêcher de sortir un petit coup de téléphone pour voir s'il n'y avait pas une petite notification, un petit truc à côté. Donc ça veut dire que même quand on a la volonté d'être attentif, c'est plus si simple aujourd'hui. Et dans les spectacles de mentalisme,
on détourne l'attention psychologique des gens. Ça fait partie de mon métier de mentaliste sur scène. Tout comme les magiciens détournent l'attention pour faire leur tour de magie. Pour détourner l'attention de quelqu'un, il faut qu'elle soit au bon endroit. Parce qu'on dit qu'on détourne l'attention, un magicien ou un mentaliste ne détourne pas l'attention. Il la dirige, l'attention. Il la dirige là où il le souhaite. Donc il doit connaître le point de départ de cette attention et elle doit être fonctionnelle pour pouvoir l'emmener à un autre endroit. Et je m'en aperçois, moi, sur scène, que c'est de moins en moins évident. Je m'aperçois sur scène qu'il faut donner un rythme de plus en plus soutenu. Si vous regardez les spectacles d'humour, le nombre de blagues à la minute par rapport à des spectacles d'il y a 20 ans est hallucinant. C'est pas pour faire le plus de blagues possible, c'est parce que naturellement, les artistes sentent que sinon le public va décrocher. En fait, l'attention doit être stimulée en permanence. C'est là où on est tombé dans un phénomène d'addiction. Toi, tu étais déjà naturellement vigilant sur l'attention ou c'est de par ton métier et puis en travaillant sur le livre que tu as mis en place un certain nombre de choses quand Bernard te dit « Tiens, si je vais me rafraîchir, tu sors pas systématiquement ton portable » ou tu donnes bien aussi cet exemple de la salle d'attente. Des personnes arrivent dans une salle d'attente, au bout de 5 secondes, la plupart des gens ont déjà sorti le portable alors que même ils n'ont pas eu le temps encore de s'ennuyer, je dirais. Il n'y avait pas d'études sur le sujet, donc j'ai fait l'étude moi-même, donc elle vaut ce qu'elle vaut scientifiquement. Mais alors c'est quand même très drôle parce que je me suis renfermé chez les dentistes, les podologues, les orthodontistes pour regarder ce que faisaient les gens en arrivant et en combien de temps ils dégainaient leur téléphone. Et je voulais rajouter à cette petite étude qu'il y a dans le livre, qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite sur leur téléphone. Donc j'étais obligé de regarder ce que faisaient les gens et je suis passé quand même pour quelqu'un d'assez intrusif. Donc je m'excuse auprès des personnes que j'ai reluquées comme ça. J'ai fait ça aussi dans le métro. Moi, j'ai de la chance dans ma malchance. J'ai un profil addict. Donc médicalement parlant, j'ai un profil d'addiction à un petit peu tout. Si tu me donnes un jeu vidéo qui me plaît, j'ai envie d'y jouer 20 heures d'affilée. On ressent un peu mon côté travaillomane dans le nombre de productions que je peux faire à l'année. On parlait de la mayonnaise hors antenne. On parlait de la mayonnaise hors antenne, voilà, je mangeais un demi-pot par jour. Quand je me suis mis à fumer bêtement à l'adolescence, je suis passé en quelques jours de 0 cigarette à 2 paquets par jour. Donc je fumais plus de paquets de cigarettes par jour. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré les médecins qui m'ont fait un test de profil addictif. Donc je suis très addict. Et par contre, comme j'essaie de réfléchir un peu sur qui je suis, je me suis mis des règles strictes assez tôt. Donc, ne touche jamais à la drogue, par exemple, parce que tu peux tomber dedans très, très, très vite. Je ne bois pas d'alcool, parce que j'ai peur, en fait, que ça me plaise un peu trop et de ne pas avoir de limite. Et pour les addictions attentionnelles, j'ai un truc qui m'a protégé, c'est que je me suis toujours dit pas plus d'une addiction à la fois. Et par exemple, quand Bernard Werber va aux toilettes pendant que je prends mon café, eh bien, je sais que je suis un peu addict à la caféine, donc j'ai pas le droit de me stimuler avec une autre addiction. C'est une règle toute bête, mais ça me permet de toujours faire attention à non pas garder le contrôle, mais à ne pas me faire envahir par des choses qui prendraient par contre néanmoins le contrôle à ma place. Donc j'ai toujours été beaucoup introspectif en fait sur ces choses-là, et puis j'adore m'ennuyer, quoi. J'ai un goût prononcé pour ce dont on a peur aujourd'hui en 2024, c'est-à-dire oh là là, pas de sollicitation, qu'est-ce qui va se passer, je vais m'ennuyer, je suis angoissé. Alors sachez, vous qui nous écoutez, que vous n'êtes pas angoissé de vous ennuyer, vous êtes angoissé du fait que l'ennui puisse arriver, ce qui est très différent. C'est un peu comme un fumeur à qui il reste 3 cigarettes dans le paquet, il rentre en état de stress. Mais sachez également qu'on ne s'ennuie jamais. Le cerveau ne sait pas s'ennuyer. En fait, lorsqu'il n'est plus stimulé, il va encoder, il va penser, il va introspecter, il va trouver des solutions à des problèmes qu'on avait plus ou moins inconsciemment. C'est tout à fait la raison pour laquelle, quand vous sortez parfois des toilettes ou de la douche, vous dites « Tiens, j'étais en train de penser à un truc ». C'est pas un hasard, vous étiez dans un environnement neutre, sans stimulation, donc vous avez commencé à penser à plein de choses. Et c'est pour ça qu'en ressortant de ce lieu assez neutre, vous avez des choses à dire parce qu'il y a des pensées qui vous sont venues. Il faut laisser de la jachère pour le cerveau. Et pour répondre donc à tes questions, j'ai toujours aimé cette jachère-là, ces moments de rien où il se passe rien. Tu vois, je suis venu en taxi là pour te rejoindre. J'ai ni sorti un livre, ni mon téléphone, ni rien. Et j'ai eu plein de petites idées que j'ai notées sur un bout de papier. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est une jachère quand même productive, puisque tu as noté des choses. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que cette production d'idées, tu sais, ma peur des jeunes adultes ou même des adultes aujourd'hui qui délèguent leur attention à plein de systèmes,
c'est ça, c'est que nos envies, donc ce que tu appelles la productivité, c'est des idées, mais des fois c'est juste des envies, en fait, des envies d'expérimenter, des envies d'essayer, des choses à faire. Tout ça, elles ne naissent que quand le cerveau trie, organise, analyse et, étrangement, fait des connexions bizarres qui ne devraient pas exister pour tester. Et c'est ça qu'on appelle une idée. Alors, par rapport à l'attention, tu as dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Tu as parlé de ton profil addict, que tu avais fait un test pour montrer. Effectivement, quand j'en ai parlé avec le professeur Carella, il explique que tout le monde n'est pas addict, qu'il y a des profils on n'est plus pas addicts que d'autres. tous égaux vis-à-vis de l'addiction. Oui. Exactement. Et puis, tu parles aussi dans ton ouvrage des TDAH, des profils qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est intéressant parce que du coup, on peut se dire, tiens, en fonction de mon profil, est-ce que ma capacité d'attention peut être plus perturbée que certaines autres typologies finalement de personnalités qui sont ni addicts, ni qui ont des TDAH, où on retrouve en principe moins de problèmes d'attention, pas d'addiction, mais d'attention. Oui, c'est vrai. Et même moi, dans mon entourage, dans mes régisseurs de spectacles, j'ai des exemples. J'en ai un, par exemple, qui n'est pas geek. Donc, tout ce qui concernera son téléphone ne l'intéresse pas de prime abord. J'en ai un autre, par contre, qui est très geek, et qui n'est pas tellement intéressé ou emballé par la machine, en fait, alors qu'il consomme les mêmes choses que nous. Et puis, j'en ai un autre sur le côté qui, lui, est très geek et très addict à plein de choses d'une manière générale, et il peut passer une conversation entière à scroller des vidéos sans le son sur Instagram. Donc, même moi, dans mon quotidien, de manière empirique, je me rends bien compte de ça. Donc, c'est intéressant aussi de se connaître pour voir, comme tu dis, quels sont les risques, quels sont les dangers. Alors, le livre parle un petit peu du TDA avec ou sans hyperactivité, du trouble de l'attention, parce que comme je ne suis pas médecin, je n'ai pas de blouse blanche, je ne suis pas expert dans le sujet, au sens avoir fait des études là-dedans, je ne veux surtout pas me prévaloir de donner des conseils médicaux. Néanmoins, ça me permet quand même d'en parler pour expliquer ce que c'est, expliquer que ce n'est pas un effet de mode, que ce n'est pas tout le monde qui se dit « Ah ben moi j'ai un trouble de l'attention ». Non, c'est juste qu'ils sont plus diagnostiqués qu'avant, donc on a un effet il y a plus de personnes, que c'est pas... c'est pas une contrainte que les gens ont décidé, je veux dire, on le calcule sur une période d'au moins 6 mois, par exemple, ce trouble de l'attention. Et alors, effectivement, ça peut varier. Par exemple, à l'âge adulte, on peut le perdre, même s'il y a quand même 5% des adultes qui ont un trouble de l'attention. Et on peut quand même utiliser des astuces pour un peu lutter contre ça. Voilà, ça réparera pas un trouble de l'attention, ça répare les déficits de l'attention, mais on peut aider. En tout cas, les personnes qui ont un trouble de l'attention, c'est important aussi, et le livre les aide à ça, qu'elles puissent expliquer ce que c'est chez elles pour éduquer en fait leur entourage à déjà ce qu'elles ont, et puis aussi le « ne m'en veux pas quand je décroche », parce que c'est pas de ma faute, voici ce qui se passe dans mon cerveau, etc., etc. C'est un vrai sujet, le trouble de l'attention aujourd'hui. Si on revient quand même un petit peu en arrière sur les conséquences du manque d'attention, ça a un lien avec la mémoire, avec les émotions, pour qu'on se rende compte quand même de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Alors, dites-vous que lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez une espèce de jauge d'attention, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Parce qu'utiliser son attention, ça prend des ressources cognitives, et les ressources cognitives, sans surprise, elles utilisent du carburant, donc des nutriments, de l'eau, de l'oxygène, etc. Et donc ça, c'est pas infini, c'est pas une corne d'abondance, l'attention, ça va fatiguer le cerveau, ça va même d'ailleurs créer des déchets dans le cerveau, quand on est concentré. Je pense qu'on a tous vécu ça, de rentrer de cours et d'être épuisé. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais au collège de rentrer, mon père était artisan, et je m'asseyais à table en disant je suis crevé, et mon père me disait t'es fatigué de rester 8 heures assis. Voilà, bon, c'est pas physique, c'est mental, mais ça crée une vraie fatigue de cette jauge-là. Plus on va la consommer vite, eh bien moins elle va se régénérer, donc plus on aura des problèmes à écouter l'autre, plus on aura des problèmes effectivement à mémoriser. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mémoriser, c'est pas juste apprendre des choses, c'est être attentif à son quotidien, attentif à ce qu'on vit, tirer des leçons de nos micro-expériences, pas forcément des grandes expériences, et évidemment, bien sûr, par extension, apprendre de l'information qu'on voulait apprendre. Et puis, ça va jouer sur l'humeur, parce que cette fatigue, c'est une fatigue qui devient une fatigue nerveuse, et ce qui fait que notre manque d'attention va nous rendre
un petit peu irascible parfois, en tout cas beaucoup moins patient avec les autres. C'est ce qui fait que, par exemple, aussi parfois dans un couple, il va y avoir ces discussions qui devraient être en communication non violente et qui deviennent des conversations désagréables. Vous savez, au lieu de dire elles sont où les clés, tu sais, je les ai mis dans le petit pot de l'entrée comme d'habitude, ça devient tu sais, c'est dans le pot de l'entrée comme d'habitude. Parce qu'on s'agace de devoir ressolliciter en fait son attention pour expliquer quelque chose. Bon, tout ça est très désagréable. On ne se rend pas compte à quel point l'attention, c'est quelque chose de transversal. Ça va traverser toutes les couches de notre quotidien, dans nos actions et dans nos compétences aussi, dans notre capacité d'analyse aussi. Mine de rien, c'est important. Surtout aujourd'hui, on voit beaucoup d'informations au sens actualité passer sur les réseaux et sur tous les médias. Nous devons faire preuve d'attention, donc de temps et d'énergie, pour collecter les données et pour se faire un avis nous-mêmes dessus et pas un avis préservé, par exemple. Donc c'est transversal, ça traverse toutes les couches, de l'émotion à la mémorisation, à l'analyse, à notre manière de communiquer à l'autre. Quand on parle des ennemis de l'attention, est-ce qu'on peut les nommer ? On va évidemment parler de la technologie, on en a déjà parlé des smartphones et des applications qu'ils hébergent, parce qu'on revient sur l'exemple de Bernard Werber au début. Je joue en pleine nuit à mon jeu quand j'ai une petite insomnie au lieu d'essayer de me rendormir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ennemis ? Oui, tu allais dire quelque chose. Oui, j'allais te répondre, surtout. Il y a beaucoup d'ennemis. Alors, dans les ennemis très facilement identifiables, il y en a 3 majoritaires. Et toute la deuxième partie du livre tient à expliquer tout le cheminement de ça et pourquoi ça existe aujourd'hui. Donc il y a l'information, déjà au sens pur et aussi au sens actualité. On est submergé d'informations, on a beaucoup trop d'informations à notre disposition aujourd'hui. Là, je parle maintenant de l'information du point de vue général dans votre journée. Si on compare ça à 50 ans, il y a une montée en exponentielle du nombre d'informations qui vous arrivent aujourd'hui, de choses à savoir, de choses qu'on te dit, de sollicitations pour savoir que telle ou telle chose est sortie, etc., etc. Avec les réseaux, on a beaucoup plus d'échanges, mais trop d'échanges par rapport à ce que nous devrions avoir et par rapport à ce que notre cerveau devrait pouvoir traiter. Parce que lui, le fait qu'on ait une attention aussi parfois dégradée, ça peut être aussi un mécanisme de défense à ça. Donc l'actualité aussi au sens large du terme, on ne devrait pas être informé aussi autant. Les chaînes d'information en continu sont quelque chose de terrifiant à mes yeux, parce qu'elles ont besoin d'audience, donc elles doivent te faire rester devant l'écran. Donc même si elles n'ont pas de nouvelle actualité à t'informer, elles ont trouvé des systèmes pour faire de l'information spectacle et te garder captif. Il y a évidemment toute la partie des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme je l'explique dans le livre, si on reprend les propos de Mark Zuckerberg au début de Facebook, c'était magnifique. Son projet était de reconnecter différentes personnes pour qu'elles puissent partager leur passion. On est passé bien loin de ça. Preuve en est d'ailleurs que si je te prends en ami sur Facebook pour voir passer en fait tes partages, en fait je les verrai pas forcément parce que c'est plutôt l'algorithme qui va décider en fonction de ce qui me fait rester sur la plateforme. C'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Dans les autres ennemis qui sont facilement nommables, il y a les jeux sur les téléphones mobiles ou en tout cas en général les jeux qui sont gratuits, donc qui fonctionnent avec un double business model qui est celui de la publicité et surtout celui de l'achat à l'intérieur de l'application. Alors là j'ai une statistique qui est marrante sur le sujet. Seulement 5% des personnes qui jouent aux jeux mobiles gratuits ont fait un achat au moins une fois sur ces applications. Sauf que ces 5% représentent 95% des revenus de l'application en fait générés. Donc là, on parle bien de milliards. Et dites-vous qu'à partir du moment où ça a été établi et constaté, tous les développeurs se sont entourés de spécialistes du cerveau pour se dire comment on rend notre jeu addict, comment on va les frustrer au point qu'à un moment donné, ils achètent quelque chose. Et donc, ça en fait ça aussi un ennemi plutôt redoutable. Et dans les ennemis... Alors, tu parles aussi, par rapport à ça, tu parles du choix justement par défaut. C'est-à-dire que ça va se lancer, il y a quelque chose qui va démarrer, un contenu, mais qu'on n'a pas choisi, qu'on subit. Oui, le choix par défaut, il est terrifiant. Si on prend l'exemple d'une application comme TikTok, Instagram ou Facebook pour les formats verticaux, vous savez, les vidéos verticales, lorsque vous swipez, donc vous glissez la vidéo vers le haut,
si vous observez bien, la vidéo du dessous commence déjà à s'activer. Et notre cerveau, il est fait d'une manière à résoudre les tâches. Il est complétiste, le cerveau. Donc, quand il y a une tâche à faire qui n'est pas terminée, il allume littéralement une ampoule dans le cerveau. Et cette ampoule, elle nous est désagréable tant qu'elle est allumée. C'est pour ça que lorsque vous avez une notification sonore, vous entendez un SMS par exemple qui est arrivé, cette volonté quasiment irrépressible d'aller voir qu'est-ce que c'est ce message, mais vas-y, ça me prend 2 secondes, t'inquiète, c'est parce qu'on a envie d'éteindre cette ampoule. Le fait est que quand vous prendrez connaissance du message, vous serez déjà sur autre chose du coup. Alors, le système de ce scroll infini, avec la prochaine vidéo qui se lance, eh bien, c'est le choix par défaut. On a délégué notre capacité de choisir l'application qui nous propose déjà une nouvelle vidéo d'un autre compte qu'on connaît peut-être pas et qui commence déjà à se lancer. Donc, en fait, on veut juste la terminer, d'autant plus que ça prend que 20 secondes. Et c'est comme ça qu'on relève la tête et que 45 minutes, finalement, se sont passées. Le scroll infini, ça fait partie de ce truc-là, du choix par défaut. Ça a été inventé par Asa Raskin. C'est l'ingénieur qui a inventé cette capacité à faire défiler du contenu d'une manière infinie. Avant, on ne faisait pas ça. Avant, on descendait une page et à la fin, il y avait marqué « page suivante ». Il fallait cliquer. Cette action de cliquer, qui demande un vrai choix conscient de notre part, ça nous permettait de ne pas se faire emporter dans un flow comme ça, qu'on ne sait plus gérer nous-mêmes, parce que le clic était comme un mini-réveil. Le fait que lui, il a inventé le scroll infini, aujourd'hui, c'est son désespoir à cet homme-là. Il a calculé, d'ailleurs, le nombre d'énergie humaine perdue en termes de quantité de vie humaine chaque jour et qui pourrait être dédiée à des choses beaucoup plus fun ou intéressantes scientifiquement. Donc ça le désespère, ça l'a fait rentrer en dépression. Et aujourd'hui, il lutte pour essayer en fait de compenser ce qu'a créé ce scroll l'infini. Alors, il a eu 2 très bonnes idées. La première, elle est applicable à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous faites un raccourci dans votre téléphone, c'est facile à faire sur iOS par exemple, pour passer votre téléphone en noir et blanc quand vous le souhaitez. Quand vous vous sentez un peu trop attiré par votre téléphone, vous le passez en mode noir et blanc. Voilà, tout va être noir et blanc dessus, en nuances de gris. Et vous allez constater d'une manière quasi immédiate qu'il est beaucoup moins attrayant et que vous allez passer beaucoup moins de temps dessus. Et ce qui est terrible, parce que j'ai parlé avec des amis à qui j'ai passé le téléphone en noir et blanc, et ils me disent « oui, mais par exemple, telle application, je ne peux pas m'en passer dans le boulot, c'est très important pour ceci, cela », et leurs arguments sont très convaincants. Tu le passes en noir et blanc, et ils passent quand même 3 fois moins de temps dessus. Comme quoi, malgré les arguments convaincants, c'était quand même autre chose qui les attirait. Et pour terminer avec Asa Raskin, là, il est en train d'essayer de développer un scroll qui serait assez lourd, c'est-à-dire plus tu scrolles, moins ça défile rapidement jusqu'à se figer. Et là, il faudrait faire une action pour dire non, je veux continuer à scroller, pour essayer un peu de nous réveiller. Oui, dans les autres astuces que j'allais donner, que tu donnes dans ton livre, c'est de changer de place tout simple aussi à une application. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est on le voit d'ailleurs parfois quand on prend le portable de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose, on ne trouve pas le navigateur ou le réseau au même endroit et donc voilà, on n'a plus envie de le faire parce que ça prend trop de temps. C'est vrai. Quand on a une appli sur laquelle on passe beaucoup de temps, vous la prenez, mesdames et messieurs, vous la déplacez dans un dossier qui est sur une autre page. Et vous allez voir que peut-être 10 fois dans la journée, vous allez vous retrouver en prise de conscience, téléphone dans la main, allumé, avec votre pouce là où elle était avant. C'est bien que vous ne l'avez pas décidé consciemment, c'était un petit peu un réflexe. Et alors, le dernier conseil pour les applis qui nous prennent beaucoup de temps, moi, vous savez, je suis geek, je crache pas dans la soupe, j'adore créer du contenu, j'adore en consommer, j'adore jouer à des jeux mobiles. Quand je vois qu'un jeu m'attire trop et que j'y pense trop, la dernière astuce, c'est juste de le supprimer. Voilà. Et vous inquiétez pas, 1 heure après, vous avez oublié l'existence de ce jeu. Dans l'instant, ça nous embête de le supprimer, mais voilà, c'est la dernière action possible. Dommage, on ne peut pas faire ça avec le chocolat. Il y a 2 astuces. Il a quelques bienfaits pour le cerveau, le chocolat, quand même. Il est déjà un peu en noir et blanc. Bref, alors en tout cas, on peut enlever aussi les notifications permanentes. Ça, c'est aussi tout simple de dire est-ce que j'ai besoin d'avoir le week-end, je suspends des notifications, etc. Et puis, alors, bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez pas besoin. Alors, on m'a rétorqué là récemment sur une conférence, si, moi, pour mes mails, il faut que je sois au courant. Et en fait, non. La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'être au courant de l'arrivée de chacun des mails. Laissez ces notifications de mails, par exemple, arriver. C'est comme si vous étiez chez vous, que le facteur, il arrivait pour sonner
toutes les 10 minutes, vous êtes obligé de vous lever, d'ouvrir la porte, et il vous donne 9 fois sur 10 un prospectus dont vous ne vouliez pas. Ce serait intolérable dans votre vraie vie. Eh bien, dans votre vie virtuelle, c'est intolérable aussi. Vous coupez toutes les notifications, mais vraiment 100% des notifications visuelles et sonores, et vous constatez la communication lorsque vous décidez de donner un créneau, le créneau de « tiens, je regarde mes mails ». Moi, j'ai 2 slots dans la journée où je m'occupe de mes mails. C'est tout, ni plus ni moins. Vous êtes accessible, mais vous n'êtes pas disponible en permanence. Et comme votre cerveau ne sait pas faire la part des choses, il faut couper toutes ces notifications. Moi, il n'y a que 3 choses qui peuvent faire sonner mon téléphone. C'est si ma femme m'appelle, si ma mère m'appelle, ou si l'un de mes employés du spectacle, qui est mon régisseur général, m'appelle. C'est tout. C'est les 3 cas. Tout le reste peut attendre le moment où je regarderai mon téléphone. C'est important de faire ça et de retrouver une discipline sur « non, c'est pas les autres qui décident de choper mon attention quand bon leur semble ». Important de le dire. Dans les autres, dans le dernier ennemi, peut-être, parce qu'on était parti dans cette litanie des ennemis, il y en avait un autre que tu voulais nommer ? Est-ce qu'il y avait un autre ? Non. Il y a quelque chose qui te vient à l'idée, toi, à la lecture du livre, peut-être ? On peut peut-être redire la peur de l'ennui, c'est-à-dire que la peur de l'ennui, oui, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait quand même le renommer à nouveau. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais qui est non, mais tu as raison. Il est extrêmement important parce que c'est tout le fonctionnement global du cerveau et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas des robots. Notre force de penser, notre force d'introspecter. Il ne faut pas avoir peur de cet ennui-là quand on se pose dans un transport en commun. Alors, on peut prendre un livre, ça c'est très bon. Et c'est pas parce que je suis pro-livre ou que ce serait plus intellectuel ou ceci, cela. Les études ont démontré que lire 10 minutes réduit le stress de 60%. Les études ont démontré que lire, ça renforce l'attention. Il y a beaucoup de choses très positives à lire du papier et à ne pas lire sur un écran. Mais sinon, d'une manière globale, c'est chouette de rien faire. J'ai connu une personne qui était allongée sur le canapé, tu lui demandais ce qu'elle faisait, elle te disait « je crée ». Mais c'est beau, mais c'est vrai. Mes meilleures idées de numéros en spectacle, je les ai eues en étant à l'arrière de mon taxi-moto. Je peux rien faire. Je peux pas parler, je peux pas prendre mon téléphone, je regarde le paysage autour de moi, et puis j'ai une idée qui me vient parce que ça me revient de machin. C'est presque pas moi qui le décide, c'est le cerveau. Il faut absolument savoir s'ennuyer. Ça va être bon pour plein de choses. Donc, toutes les raisons d'idées, de créativité, d'introspection que j'ai déjà citées, mais aussi parce que dans ces périodes de ce qu'on peut croire être de l'ennui, votre rythme cardiovasculaire va ralentir. Donc vous allez aussi vous reposer, vous détendre, ramener un peu le zéro mental dans le bon instant présent. Je vais vous dire un truc. La génération du passé, nos grands-parents par exemple, étaient tournés vers ce qu'on appelait justement le passé, les valeurs, les traditions, ce qu'il y avait derrière nous. Ceux qui sont nés dans les années 80-90 comme moi, on était très orientés futur, parce qu'on nous parlait que de ce qui allait se passer en l'an 2000, les voitures volantes, les magasins s'appelaient Vidéo Futur, Surgel 2000, on voyait le mot 2000 partout de toute manière. Nous, notre génération, elle est ancrée dans un présent d'instantanéité. Pas dans le bon présent dont parle Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, non, dans le présent de réactivité. Nous sommes devenus des ultra-réactifs parce que notre cerveau, il était fait pour ça. Et notre cerveau n'a pas tellement évolué ces 100 000 dernières années, en fait. On a le même mode de fonctionnement. C'était bien d'être réactif avant. Si un buisson bouge, je m'en inquiète parce que peut-être je vais me faire bouffer et il faut que je parte en courant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être aussi réactif, mais tout le circuit du commerce de l'attention s'est mis là-dessus. Et c'est pour ça qu'on ne s'ennuie plus. En s'ennuyant, on devient moins réactif, on devient passif. Et c'est bon pour le stress, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour tout finalement. Oui, parce qu'on va quitter cet état d'hypervigilance finalement dans lequel ça nous maintient en permanence. Exact. Ouais. Et puis à force d'être réactif, je veux dire, il y a les blattes, par exemple, sont des animaux sans cerveau qui ne fonctionnent qu'à la réaction. On a la chance d'avoir un outil, un organe fabuleux là-haut dans la caboche. Ce serait cool qu'on ne réagisse pas comme des blattes qui réagissent juste à la notif, quoi. Alors d'ailleurs, ce serait intéressant, vous qui nous écoutez sur nos réseaux sociaux, si vous vous sentez devenir un peu blatte peut-être en ce moment. Moi, ça peut m'arriver aussi. Je pense que tout à chacun, on peut se retrouver à scroller parfois et à se dire « Oh là là, mon Dieu, mais j'ai perdu mon temps, j'ai pas envie de ça, mais je sais plus comment faire ». Sachez que l'intérêt, prendre soin de soi et de son attention, toi tu le résumes en 4 piliers, ça améliore sa vie quotidienne, on baisse sa charge mentale, on améliore la gestion de son temps, et on arrête de se sentir submergé. Parce que c'est ça aussi, le multitasking nous emmène dans ce truc où
waouh, je pédale dans la choucroute qui conduit droit au burn-out, hein, d'ailleurs, j'ai pas le temps, la vie elle va trop vite, etc. C'est souvent des sentiments qui sont liés à la perte d'attention qui nous donnent cette hypervigilance et l'impression d'être toujours débordé et qui emmène au craquage psychologique, donc burn-out, dépression, etc. Donc c'est essentiel, effectivement, tu as raison de le dire et de le rappeler, de dire que c'est un sentiment de se dire tout va plus vite aujourd'hui, oui et non. En fait, on laisse les choses aller plus vite parce qu'on veut faire 1000 choses en même temps. Par exemple, les personnes qui nous écoutent actuellement, il n'est pas improbable qu'une grande majorité d'entre vous nous écoutent en x1,5 ou x2 ou x1,25. Je vous le dis, c'est un problème. Vous êtes en train là de faire une dissonance cognitive en me disant mentalement, non Fabien, parce que là j'ai pas le temps et puis on peut mettre plus vite, etc. Fondamentalement, c'est un souci, c'est pas une manière de consommer normalement, tout comme ça doit être un marqueur très alarmant si vous connaissez, peut-être vous dans votre entourage, des personnes qui regardent un film ou une série à la télévision en scrollant sur leur téléphone en même temps. Ce n'est pas un comportement normal de devoir sursolliciter son cerveau qui s'est habitué à être sollicité en permanence, à être stimulé en permanence. C'est à nous de redescendre un petit peu cette charge. Et puis, vous savez quoi ? Si à l'écoute du podcast, il y a 2-3 moments où vous décrochez parce que ça vous fait penser à autre chose, c'est pas grave. Tant mieux, ça veut dire que Anne et moi, on est en train de stimuler en fait votre raisonnement. Et vous aurez largement l'occasion de revenir en arrière dans le podcast pour reprendre. Ça arrive aussi quand on lit des livres. Des fois, on se dit « Oh là là, mais je comprends rien à ce que je lis parce que je suis en train de penser à autre chose. » Bon, très bien, on revient en arrière, c'est pas un souci. Ce qui est un souci, c'est de toujours consommer plus vite pour pouvoir être restimulé par le truc d'à côté. Et aussi, tu insistes sur le fait qu'il est important de se connaître pour mieux faire travailler son attention. Par exemple, tu proposes un test pour savoir dans quel environnement on travaille le mieux. Ça peut être... Pourquoi c'est important, en fait, cette connaissance de soi, à ce niveau-là ? C'est presque du Sun Tzu, c'est presque l'art de la guerre. C'est-à-dire que si on veut combattre un ennemi, il faut connaître effectivement cet ennemi, il faut connaître ses alliés et il faut connaître le combattant. Et là, c'est connaître le combattant, c'est-à-dire que s'il y avait une règle universelle ou un produit universel pour gérer son attention, formidable, hein, on jette mon livre et puis on le prend et c'est réglé, ça tient sur un post-it. Le fait est que nous sommes tous très différents, nous avons des forces et des faiblesses, on a aussi un environnement et un parcours de vie, et notre attention, elle ne déroge pas à ça, il faut être capable de bien la comprendre, de voir où on en est et de voir comment elle fonctionne pour nos besoins. Par exemple, moi, l'environnement dont j'ai besoin pour écrire un livre n'est pas le même environnement dont j'ai besoin pour lire un livre. Pourtant, c'est bien deux attentions qui sont relativement similaires à ce moment-là. Donc ce test-là, et tous les tests qu'il y a dans le livre d'ailleurs, ils ne visent pas d'ailleurs à donner un résultat sur comment est votre attention. Je vous aide au contraire à les interpréter, ces résultats, et c'est vous qui en déduisez ce que vous voulez. Et ils aident aussi à connaître notre capacité attentionnelle à différents endroits. Mais ces environnements-là, ils sont importants parce qu'en plus, il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, on va se dire, pour que les enfants ils apprennent bien et qu'ils soient bien attentifs, on va les mettre 30 dans une classe face à un tableau noir en leur disant « taisez-vous ». C'est ça les bonnes conditions d'attention. Pas forcément. Elles peuvent être parfois ces conditions d'attention pour apprendre quelque chose, être stimulé avec de la musique, être stimulé avec des discussions, des choses comme ça, qui ne sont pas un problème. Voilà. Mais il faut le connaître, en fait. Il n'y a pas de grande vérité autre que expérimenter pour soi-même et savoir comment et où on en est vis-à-vis de son attention dans différents environnements. En nous écoutant, on pourrait se dire, mais en fait, c'est assez simple, parce que les solutions, elles sont en réalité relativement simples. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à les mettre en œuvre ? C'est le problème de l'addiction. L'addiction, c'est pour tous les domaines, c'est d'abord admettre qu'on est addict. C'est pas le plus simple et je le vois encore aujourd'hui dans mon entourage professionnel et personnel. J'ai eu un témoignage très touchant aujourd'hui de quelqu'un qui m'a dit « mais en fait là je viens vraiment de me rendre compte » parce qu'il était en train de lire le livre et il y a des choses que tu peux pas désadmettre en les lisant. Donc il faut d'abord l'admettre et ensuite il faut avoir la volonté de faire une rupture franche avec certaines choses. C'est pas un sevrage, on va pas faire de moins en moins. Il faut faire des ruptures franches. L'intérêt, encore une fois, et la chance qu'on a, c'est que c'est très facile de changer la vapeur de sens. C'est très facile d'inverser la vapeur, de mettre en place les solutions. C'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est décider de le faire, de passer du 0 ou 1, et après, c'est très facile. Et surtout que
Je diabolise pas, en fait, toute cette culture qui réclame notre attention. Mais c'est des moments de conscience. Moi, par exemple, j'adore scroller sur TikTok. Je le fais, par exemple, durant 20 minutes, quand j'ai décidé de le faire et quand j'ai décidé que ça durerait 20 minutes. Voilà, c'est juste reprendre le pouvoir. C'est ça qui compte. Donc, la difficulté, admettre, passer du 0 ou 1, c'est-à-dire passer au changement, et après, de décider de tenir dans le temps. Parce que n'oublierons pas que tout notre environnement du commerce de l'attention est fait quand même pour jouer contre notre camp. Hein. Donc, il va falloir aussi faire cet effort-là de maintenir. Vous savez, c'est exactement la même chose qui se passe pour le chocolat. Vous le disiez en rigolant, mais pourquoi on adore le sucre? Pourquoi on adore le gras, par exemple, aussi? Parce que c'était rare dans la nature. Donc en fait, l'évolution de l'espèce a fait qu'on avait une récompense en termes de sentiments personnels quand on accédait à ces ressources qui étaient rares mais pourtant très utiles jusqu'à une certaine quantité. Eh bien, la stimulation du cerveau, qui vient en général par l'étonnement, la joie, le rire ou le mécontentement, bien sûr. C'est des choses qui sont rares, donc elles nécessitent notre attention et elles nécessitent aussi notre mémoire. Aujourd'hui, on les a à l'indigestion, comme on fonctionne avec le sucre et le gras. Et c'est pour ça qu'il faudra toujours faire un effort, et parfois peut-être même des régimes de sursollicitation de l'attention pour tenir dans le temps. Voilà pourquoi c'est compliqué, c'est parce qu'aujourd'hui, ça existe en abondance. Alors quand même, tu rappelles 3 choses. Pour muscler notre attention, tu dis que 3 choses sont efficaces et en plus durables. On l'a dit, accepter de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Oui. Maîtriser son envie de réagir à un événement, comme on l'a dit, et puis reconnaître et accepter sa peur de l'ennui. Alors peut-être revenir quand même sur ces 3. On a parlé déjà de la peur de l'ennui, mais le premier, accepter de faire des choses qui ne nous plaisent pas, tiens. Ça, c'est marrant, ça. Hein. Accepter de faire des choses qui ne nous plaisent pas, ça paraît pas être le meilleur premier conseil, et pourtant tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, sur un exemple de quelque chose qui est semi-plaisant, vous commencez à lire un livre qui développe de l'information. Voilà, ce qu'on appelle la non-fiction, mon livre en fait partie. Au moment où tu achètes le livre, déjà, il y a un truc qui est très bizarre qui se passe dans le cerveau, c'est que ton cerveau réagit comme s'il l'avait lu. C'est-à-dire que tu dis, tiens, ça, j'aimerais bien en savoir plus. Allez, je fais la démarche, je vais chez le libraire, j'achète le livre, je range chez moi, je le range parce que dans le fond, c'est un peu comme si je l'avais lu parce que je l'ai acheté, quoi. Bon, une fois qu'on arrive à commencer à le lire, arriver à la moitié du livre, aux 2/3 du livre, on a l'impression qu'on était venu prendre ce qu'on était venu chercher, en fait. Donc, notre cerveau a toutes les difficultés du monde à faire l'effort de continuer, en fait, cette lecture. Ça ne nous plaît pas. Eh bien, justement, en persévérant, on va stimuler sa concentration. Parce que quand on parle d'attention, elle se mesure qu'avec 2 choses. La durée et la puissance qu'on est capable d'appliquer volontairement à cette attention. Donc en continuant, en se forçant à continuer la lecture, on va renforcer cette capacité à la tenir dans le temps. Donc ça va être de plus en plus simple. C'est un peu un sportif comme ça. Et en se forçant à continuer quelque chose qui ne nous plaît pas comme ça, sans se laisser distraire par des distracteurs internes ou externes, donc provenant de nos propres pensées ou de l'extérieur, eh bien on va encore muscler cette compétence-là. Parce que c'est très dur aussi de laisser des choses casser notre attention, notre concentration. Vous savez, c'est un peu comme si on interrompait un coureur un marathonien, il court, il part 500 mètres, et puis on l'arrête et on lui dit non, attends, tricote une écharpe pendant 3 minutes. On lui fait tricoter. Oui, j'adore cet exemple. Oui. Il repart 500 mètres et on lui dit attends, retricote un peu. Bon, à la fin, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il va pas réussir son marathon et qu'on va avoir une écharpe immonde parce qu'il aura pas réussi à bien la tricoter. Eh bien, c'est ça qui se passe en fait quand on décroche trop facilement des choses qui ne nous plaisent pas. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis allé voir une scène à l'opéra. Donc, il me semblait de prime abord que l'opéra, ça m'intéressait pas et que j'aimais pas ça. Donc, on m'a proposé d'y aller, j'ai eu l'occasion d'y aller, j'y suis allé. Alors, Anne, sans surprise, l'opéra ne me plaît pas tellement. Donc, comme je le présentais, c'est pas un truc qui m'attire. Je suis pas la cible, je n'ai pas les codes pour le comprendre. Mais je n'ai pas décroché de ces 3 heures, c'est un petit peu long. Mais je me suis bien forcé à rester, à pas me parasiter. Et en fait, finalement, j'ai appris des choses. J'ai appris ce que c'est l'opéra. Avant, je n'aimais pas, je disais j'aime pas, je sais pas pourquoi. Maintenant, je peux dire, je comprends que les gens aiment et voilà pourquoi moi, je n'y suis pas sensible. Je suis capable de tenir une discussion sur l'opéra, alors que j'y suis allé qu'une fois. C'est quand même un apport dans ma vie intellectuelle et dans ma vie sociale.
Et surtout, le fait d'être capable de tenir comme ça ces 3 heures, ça m'a encore démontré que j'étais capable de tenir volontairement mon attention. Et j'étais capable de tenir 3 heures à ce truc qui me plaisait pas tellement parce que un jour, j'ai fait l'effort de tenir 2 heures à un truc qui me plaisait pas tellement. Mais si je suis capable aujourd'hui de tenir 3 heures à un truc qui me plaît pas tellement, imagine comment je suis capable de mobiliser mon attention dans le long terme pour les choses qui me plaisent. Et ben, aujourd'hui, je suis bien au-delà de la moyenne, quoi. La moyenne d'une attention, on va dire, relativement soutenue, bon, elle est de 40 minutes. C'est pas la plus grande des attentions, qui dure que quelques secondes. Elle est de 40 minutes aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était 3 fois plus. Et je vous dis 40 minutes, c'était 40 minutes en 2010. Mais il n'y a pas d'études récentes sur le sujet. Donc, je gage quand même qu'en 14 ans, ça a encore diminué, quoi. Mais parce que on ne veut plus se forcer, d'ailleurs, d'une manière générale dans la vie. Alors, je ne vais pas faire mon philosophe à 2 balles, mais on voit les couples tiennent moins longtemps qu'avant. La première engueulade, on fait plus tellement d'efforts. Quand il y a un truc qui nous plaît pas, on le jette et on rachète un autre truc. On va pas s'embêter à le réparer ou à le ramener quelque part. Donc, on voit d'une manière générale, on est moins obstiné qu'avant. On fait moins l'effort de. Eh bien, cette attention, quand quelque chose ne nous plaît pas à 100%, le fait de la tenir, ça va être très valorisant pour augmenter sa puissance et sa durée de concentration. Voilà, donc l'intention de l'attention pour aller jusqu'à cette attention est très importante. C'est ce que tu viens de dire là. Ouais, les intentions sont très importantes et on la comprend pas très bien scientifiquement dans le cerveau, cette intention. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas comment elle est maintenue. Eh bien, sachez quand même quelque chose, moins vous avez d'attention et moins vous avez une intention non plus qui reste. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus digeste. Techniquement, en théorie, on est capable de faire, toi et moi, Anne, une partie de ni oui ni non pendant l'éternité sans que personne ne perde. Parce que l'intention, elle est quand même assez facile, il faut juste pas dire oui et pas dire non. Donc on se dit quand même, c'est bizarre qu'on perde à ce jeu-là. Eh bien parce que notre intention, on va la perdre au fur et à mesure. Donc on ne fera plus attention à ne pas dire ces 2 mots-là. Et c'est pour ça qu'on perd assez rapidement. Eh bien plus on stimule notre attention, plus nos intentions, elles vont être claires et durables. Et c'est quand même chouette de se dire que dans la vie, on fait ce qu'on veut et on parle de ce qu'on veut sans perdre en fait notre attention de départ. C'est même essentiel. C'est essentiel. On approche de la fin de cette émission. Fabien, j'aimerais bien que tu nous dises, tiens, quelqu'un qui voudrait se dire, voilà, j'ai écouté ce podcast, peut-être je vais lire le livre, je vais acheter ce livre. J'aimerais avoir un petit rituel de lancement pour indiquer à notre cerveau que là, c'est parti, on va devoir se concentrer. Est-ce que tu pourrais nous donner une astuce ? Je vais t'en donner 2 en une. Comme ça, il y aura un bonus. Le cerveau est très sensible. Il est très sensible au rituel. Il est très sensible à reconnaître des éléments qu'il connaît déjà. Vous connaissez le rituel du dodo qu'on fait pour les enfants, pour les emmener à aller se coucher. Eh bien, c'est intéressant d'avoir un rituel pour soi aussi dans les moments où on veut être apaisé, attentif et concentré. Alors, ça peut être, par exemple, dans ces moments-là, je vais mettre telle musique, je vais me faire un thé de tel goût, qui est mon thé de concentration, voilà, et je vais m'asseoir dans tel fauteuil. Et à chaque fois que j'ai besoin d'être concentré, je fais ça. Ou alors, je touche tel objet, ou je fredonne telle musique. Mais c'est un peu l'effet Pavlov, c'est-à-dire qu'à force de vous être concentré dans ces conditions, le fait de remettre les conditions, ça inverse le processus et le cerveau se dit « Oh là là, je vais me mettre en concentration, je reconnais, je prends un petit coup d'avance pour mon humain parce que je reconnais que c'est de ça dont il va avoir besoin maintenant. » La deuxième chose que vous pouvez faire un 5-4-3-2-1. C'est très efficace, ça nous vient d'une psychologue clinicienne qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Hélène Hendrickson. Le 5-4-3-2-1, ça consiste en la chose suivante. Peu importe où vous êtes, vous pouvez le faire. Vous identifiez visuellement 5 choses dans votre champ visuel que vous identifiez. Là, par exemple, devant moi, je vois un anneau lumineux qui me sert d'éclairage. Je vois l'ingénieur du son sur le côté. Hop, je le regarde. Je passe à autre chose. Voilà. Vous faites ça sur 5 éléments. C'est juste du constat mental. Ensuite, 4. Vous identifiez 4 sons que vous entendez autour de vous. Vous pouvez fermer les yeux pour le faire. Ça peut être un son très proche, aussi proche que le battement du cœur, ou très loin comme une sirène d'alarme quelque part dans la ville. Une fois que vous les avez constatés, on passe au 3. 3, ce sont les odeurs. Non, c'est le toucher, excusez-moi. 3, c'est le toucher. Donc, 3 sensations que vous ressentez.
Là, depuis que je te parle, Anne, j'avais pas la sensation que le bas du siège appuyait un petit peu sur le tendon qui est en dessous de ma jambe et que c'était pas très agréable. J'en prends conscience maintenant parce que je libère mon attention sur les points de contact. Je contacte aussi, je ressens les pieds dans mes chaussures, je peux toucher le bois de la table. Ensuite, 2, c'est l'odorat. Vous devez ressentir 2 odeurs. Ça, c'est pas le plus simple. Donc, il faut vraiment se concentrer encore plus. Et enfin, 1, vous identifiez un goût. Alors, si vous n'avez pas de goût particulier, vous pouvez prendre un bonbon. Si vous n'avez rien, vous mordillez un peu votre lèvre ou vous buvez un verre d'eau, mais vous devez identifier un goût. Le fait d'avoir fait ce 5, 4, 3, 2, 1, qui va du plus simple visuel au plus dur, le goût, à la fin, vous avez ralenti votre rythme cardiaque, vous avez coupé l'addiction aux sollicitations externes et internes avec une occupation simple, et vous êtes dans un état de concentration qui est parfait pour faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous détend, qui vous est utile ou du travail. Voilà, ce petit rituel associé à ce 5, 4, 3, 2, 1, ce serait parfait. Génial. Écoute, en tout cas, c'est une très bonne astuce. Peut-être on la remettra sur nos réseaux sociaux, si tu es d'accord. Avec grand plaisir. Et puis, on retrouvera évidemment dans ton livre, de manière détaillée, pourquoi il faut faire qu'une seule chose à la fois, comment profiter pleinement de son réveil, de savoir ce qu'on fait, on en a parlé, de se préparer aussi la veille, de préparer le terrain efficacement, d'optimiser la durée de son attention, d'apprendre à s'entraîner. Des choses qui finalement, mis bout à bout, sont assez simples, mais permettre de récupérer, de se réapproprier en tout cas son pouvoir, parce que c'est quand même aussi une question, comme tu l'as très bien souligné, de souveraineté. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux consommer, comment est-ce que je veux nourrir mon être, mon cerveau, mes émotions, qui je suis finalement, il s'agit de ça. Oui, c'est vraiment important de le comprendre, c'est-à-dire de reprendre les manettes et de décider de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut consommer et quand on veut le faire, quand on veut le consommer en fait. Le mot souveraineté, tu vois, j'aurais dû te parler avant parce que le mot est extrêmement bien choisi, j'aurais aimé le mettre dans le livre tellement il résume bien l'objet de l'importance. Ah, merci. En tout cas, si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, c'est qu'on a réussi à capter votre attention. Alors, notez-le peut-être sur nos réseaux en disant « Eh oui, je vous ai écouté jusqu'au bout ». Fabien Olicard, merci pour toutes ces explications, encore une fois très claires, tes conseils avisés. Je rappelle le titre de ton tout nouveau livre, « Votre attention et votre super pouvoir » aux éditions First et qui est préfacé, on l'a dit, par Bernard Werber. Merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.